Bien, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Opium Philosophie. Nous sommes aujourd'hui à Lourcine avec Sandra Logier, philosophe, professeur de philosophie à Paris 1, où vous donnez un cours sur Wittgenstein et un autre sur les séries télévisées. Récemment, vous publiez Éloge de l'ordinaire et sur la deuxième vague des séries américaines féministes en confinement du Caire en série. Mais vous êtes aussi largement connu pour votre livre Nos vies en série, qui est paru en 2019 aux éditions Flammarion, mais également pour vos articles sur Libération ou encore vos interventions régulières chez France Inter. Alors, avec un CV aussi vaste, quand même, c'est assez large, est-ce que vous pouvez me dire comment vous mettez en relation toutes ces activités différentes? Qu'est-ce que ça fait d'être professeur, philosophe, chroniqueuse, écrivaine? Merci beaucoup. Dans les livres qui viennent de paraître, c'est une façon déjà de répondre. Il y a aussi un livre sur Wittgenstein qui s'appelle Wittgenstein, politique de l'ordinaire, qui est sorti chez Vrin en même temps. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce de floraison. J'y insiste malgré tout, puisque comment est-ce qu'on arrive à faire beaucoup de choses? C'est vraiment aussi à partir d'une sorte de spécialisation, d'un style de philosophie dans lequel on est ancré de longue date, hein, et c'est vraiment, comme vous le disiez, c'est vraiment le style de pensée de Wittgenstein, la philosophie du langage ordinaire aussi, donc pas seulement Wittgenstein, mais Austin. Et donc c'est vraiment des penseurs que j'ai toujours fréquentés, qui ont quasiment été les premiers que j'ai lus en philosophie. Donc ça a été extrêmement central pour moi, et c'est vrai que là, une partie de mon travail à laquelle je tiens beaucoup, c'est tout un ensemble de livres sur Wittgenstein, en particulier l'essence de l'usage, le mythe de l'inexpressivité et la politique de l'ordinaire. Donc il y a un ensemble d'ouvrages qui non seulement sont consacrés à cet auteur, parce que bon, beaucoup de gens, excellents spécialistes de Wittgenstein existent, hein. Bon, Jacques Beauvresse qui a été professeur ici aussi, mais c'est vrai que ces livres visent vraiment à rendre accessible, à donner vraiment un Wittgenstein aussi qui soit lisible et à portée de main de tous les étudiants en philosophie et plus largement tous les gens qui ont envie de s'intéresser à cette pensée. Et donc, à partir de cette réflexion sur le langage ordinaire, hein, en tant qu'il est parlé par chacun, et une capacité qui est vraiment très largement répandu, oui. partagée, assez répandue, sans réellement d'efforts importants pour l'acquérir, sauf bien sûr quand il devient très spécialisé ou quand il faut acquérir des styles d'expression. Mais ce langage ordinaire, ça a été vraiment la base pour moi d'une réflexion sur, d'une part, qu'est-ce que c'est que la vie ordinaire. C'est pour ça qu'il y a le livre Éloge de l'ordinaire qui porte beaucoup sur la vie ordinaire. Donc, il y a aussi tout le travail que j'ai fait sur l'éthique du Caire, je pense qu'on en parlera, mais qui est aussi ancré sur l'importance de la vie ordinaire. Également, les séries télévisées sont des pratiques donc culturelles, artistiques pour moi aussi, qui sont ordinaires. Donc il y a vraiment ce lien entre le langage ordinaire et la vie ordinaire, et c'est ça en fait qui va d'abord vraiment expliquer l'ensemble des thèmes que vous avez mentionnés. Et puis, bien sûr, dès lors qu'on s'intéresse à l'ordinaire et aux capacités ordinaires des personnes, eh bien, il y a la question de la démocratie qui va se poser, une question politique, qui est, voilà, qu'est-ce que ça va être, cette capacité de chacun à décider aussi de ce qui est bon pour lui, pour elle, hein. Donc, il y a vraiment une question politique qui va s'enchaîner, en fait, sur ces questions du langage ordinaire et de la vie ordinaire. D'accord, ok. Effectivement, c'est très large tout ça, oui. Vous avez beaucoup diversifié votre pensée. Mais alors, avant tout ça, j'aimerais revenir un petit peu sur les commencements, faire la préquelle de Sandra Logier. Comment est-ce que vous vous êtes mise à la philosophie au tout début? Au tout début, écoutez, pour moi, la philosophie, c'était pas forcément essentiel quand j'étais au lycée, quand j'étais en terminale. Là, j'aimais vraiment bien ça. Mais j'ai plutôt commencé, figurez-vous, en lettres classiques, donc latin et grec, et j'étais en classe de préparation en Cagne.
Et c'est là, en fait, que j'ai commencé à lire Wittgenstein, Austin, à cause d'un professeur que j'avais à l'époque, à Bordeaux. Parce que je viens de province, hein, je ne suis pas du tout Oui. parisienne, au départ en tout cas. Et donc, c'est vraiment des auteurs, voilà, je me suis dit, mais c'est vraiment ça que je veux faire. Et à l'époque, c'était quand même pas très très connu. Donc, je suis encore très reconnaissant à ce professeur, hein, Daniel Guérino, qui m'a fait lire, par exemple, les livres de Bouvresse, en fait, vraiment très très jeune. Ensuite, du coup, j'ai décidé de changer de discipline Vous et avez de passé faire de le la concours philosophie. Oui, en je lettres passais classiques? Ouais, tout à fait. D'accord. Mais c'était pas hyper déterminant. Oui. Et en fait, j'ai beaucoup mieux réussi en philosophie que en lettres classiques. Donc, c'était assez évident. Une fois arrivé à l'ENS. Une fois arrivé à l'ENS, j'ai vu tout de suite, en fait, la personne qui était professeure de philo là, puisque c'était l'ENS de jeunes filles à l'époque, c'était pas encore mixte, ça vous dit mon grand âge. Et donc, j'ai vu Claude Imbert, qui était vraiment la prof de philosophie à l'ENS, et j'ai discuté avec elle, et c'est vrai qu'elle m'a complètement convaincue tout de suite. Elle m'a dit que la philosophie, c'était quand même mieux pour moi, et qu'en plus, avec la philosophie, on pouvait aussi faire des sciences sociales et tout ça. Donc, j'en souviens très très bien, quoi. Donc, je dis, voilà, c'est réglé. Et j'ai commencé le cursus de philosophie à ce moment-là. D'accord. Vous avez commencé votre cursus de philosophie à l'ENS. Après, vous l'avez poursuivi aux États-Unis pendant 2 ans à Harvard pour votre maîtrise, c'est ça? Et bon, ça, on le sait, c'est une expérience très enrichissante, autant sur le plan personnel qu'académique. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que vous en avez rapporté? Alors, c'est vrai que ça m'a énormément apporté, que je suis encore vraiment toujours dans l'élan de cette période-là, puisque c'est quand même là que j'ai commencé à m'intéresser, alors non seulement à Wittgenstein et Austin que je connaissais, également Quine, puisqu'à l'époque je faisais ma thèse sur le philosophe américain Willard von Norman Quine. D'ailleurs, mon premier livre était sur cet auteur qui à l'époque était encore à Harvard. Donc j'étais aussi allée à Harvard pour échanger avec lui, hein, dans le but de faire ma thèse. Donc à Harvard, non seulement il y avait Quine, mais il y avait en fait découvert tout un tas de philosophes qui étaient très très intéressants, en particulier Hilary Putnam, et également Stanley Cavell. Donc c'est vrai que c'est un ensemble, mais c'est vraiment un ensemble, c'est pas seulement Cavell. Cavell, ça a été vraiment une révélation pour moi très importante, mais c'est vraiment une certaine façon de faire de la philosophie, c'est-à-dire d'avoir cette tradition de philosophie analytique très très forte, mais avec aussi des formes d'ouverture qui étaient très importantes à l'époque. Pour vous, l'interdisciplinarité, finalement, c'est assez important. Vous parlez d'art, de philosophie du langage, de sciences sociales. Oui, alors j'appellerais pas ça interdisciplinarité au sens strict, puisque ça reste vraiment la philosophie, mais c'est vraiment une philosophie en effet ouverte sur les questions de cinéma, les questions esthétiques plus généralement, et les questions politiques, hein, mais ça reste quand même de la philosophie. Oui, ça reste dans le domaine c'est plutôt une façon d'élargir le domaine de la philosophie. Mais c'est vrai que la grande révélation, ça a été quand j'ai suivi les cours de Stanley Cavell qui portaient sur les films, sur le cinéma de Hollywood. Parce que c'est vrai que je me suis dit, mais c'est quand même extraordinaire si on peut, en philosophie, faire des cours qui soient sur les films très directement. Des films plutôt populaires d'ailleurs. Et des films populaires, même si j'aime beaucoup le vrai cinéma classique aussi, donc, mais c'était en effet pas des films pas des films de Dreyer ou autres, c'était vraiment du cinéma populaire. Et comme j'étais très cinéphile, je voyais toutes sortes de films, et en particulier beaucoup de films américains, public assez large, et de voir qu'on pouvait travailler là-dessus, c'est vrai que ça a été quand même très important pour moi, puisque c'est vrai que j'avais adoré beaucoup de films déjà avant d'aller aux États-Unis dans les années 70. Par exemple, j'avais vu en 76 La fièvre du samedi soir, par exemple, avec Travolta. C'est vrai que je trouvais que c'était un film génial, mais j'étais toute seule. Tout le monde se moquait de moi, en fait. Et donc... Ça fait partie un petit peu de votre parcours de la province jusque Paris, ça
vous diriez? Oui, Parce que c'est vous vrai que j'avais rencontrez un vu milieu tous social ces particulier films à en l'ENS quand commun. même. Et c'est vrai que le milieu de l'ENS, alors, bon, je ne peux pas dire que j'en faisais pas partie par définition, mais c'est vrai que je connaissais pas tellement les milieux issus des cagnes parisiennes qui avaient quand même un certain esprit, un certain style de travail, avec des formes voilà, que je percevais à l'époque comme des formes un peu d'étroitesse et de conformisme culturel, en fait, de milieux plutôt favorisés culturellement. Non pas que ça n'a pas été mon cas, mais c'était pas du tout la même culture. En fait, pas du tout, parce que je venais de province, parce que mes parents étaient... ma mère est chinoise, mon père était pied noir. Enfin, j'avais vraiment un arrière-plan culturel assez... Un peu assez, différent. voilà, un peu différent, hein, pas forcément supérieur, mais en réalité très différent, ce qui fait qu'il y avait des choses, des codes que je ne comprenais pas et que par contre j'avais aussi d'autres références. D'accord. Vous trouvez votre place à Harvard dans ces cours sur le cinéma? Ah oui, et puis à Harvard, c'est vrai qu'il n'y Ça avait vous pas de... correspond? J'avais moins... oui, voilà, c'est vrai que c'est une université américaine, il y a des gens extrêmement typés et conformistes, mais il y a aussi une grande diversité, pas mal d'étrangers, donc c'est vrai que c'était peut-être plus facile pour moi. Et puis, c'est vrai que Stanley Cavell était quand même considéré aussi comme très particulier, un peu marginal. Hein, ce qu'il faisait, hein, c'était pas... Mais c'est vrai qu'il avait vraiment imposé de faire ses cours. Ça avait vraiment cette place reconnue là-bas que je n'ai jamais en fait retrouvé ici. Hein, parce que bien sûr, hein, il y a des départements de cinéma. Sauf évidemment, finalement, avec vos propres cours à la Sorbonne. Oui, mais comment dire, ça n'est pas. C'est vrai que je comparais pas cela malgré tout. D'abord, je suis pas Stanley Cavell et par ailleurs, c'est pas un cours officiellement sur les séries télévisées. Je fais un cours qui fait partie du cursus et qui est un cours en philosophie morale. Et je sais pas, un semestre, c'est un cours par exemple. Le reste du temps, c'est Denis Cambouchner, Laurent Jaffraud qui fait l'autre partie. Hein, c'est un film de philosophie morale classique que j'avais réussi à transformer en cours sur les séries télévisées, puisque c'est pour moi une ressource morale extraordinaire. Donc c'est vraiment la morale en tant qu'elle est élaborée, produite par les séries. Et c'est pour ça que je fais ce cours. Donc c'est un peu... même si tout le monde le sait, que ça pose aucun problème et que c'est affiché comme tel, ça reste dans l'intitulé, vous savez, quand il y a les matières. Oui, la matière, c'est philosophie morale. Et il n'y a pas un cours de philosophie des séries télévisées dans la maquette de Paris 1, ni même un cours de philosophie du cinéma, même si ça pourrait exister, parce que c'est quand même plus établi. Ouais. Vous dites que vous avez réussi quand même à porter la série dans votre cours. Ça veut dire que vous avez rencontré des résistances ou des hésitations même personnelles. Soi-même, c'est un engagement de se dire je vais faire un cours sur les séries. C'est peut-être un peu plus facile d'aller voir un directeur du FR pour lui dire je voudrais faire un cours sur le Tractatus plutôt que sur une série pour ados. Alors, de toute façon, les cours sur le Tractatus, c'est mon métier. Mon poste, quand j'ai été recrutée, c'est philosophie du langage. C'était le poste de Jacques Bouvresse, Christiane Chaufferet. Donc, heureusement, Wittgenstein, c'est central dans notre UFR. Et c'est très important de continuer à développer ça. Après, quand je dis que j'ai réussi, c'est vrai que c'est juste que j'ai trouvé cette solution, mais je dois dire que je n'ai jamais rencontré la moindre difficulté, la moindre objection, également parce que en tant qu'étudiant pas rien, vous le savez, chaque professeur fait vraiment ce qu'il veut en fait dans ses cours, hein, une fois qu'il est dans un intitulé, donc il n'y a aucune pression. Et ensuite, c'est vrai que même de la part des collègues plus traditionnels en philosophie morale, il y avait vraiment aussi... au contraire, un intérêt, très très bonne. Une curiosité. Oui. Alors, curiosité, pas forcément de tout le monde, mais en tout cas, ça paraissait vraiment légitime. J'ai jamais eu d'objection. Et par ailleurs, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est vrai que les étudiants aiment beaucoup ce cours, en fait. Je l'ai suivi 2 ans de suite. Voilà, c'est première ça. fois en M1, une deuxième fois C'était vraiment un très très grand succès parce que ça répond à un besoin.
Ensuite, le domaine philosophie morale, il n'est pas si développé que cela en France. Il y a beaucoup de philosophie politique, de métaphysique, je ne sais pas. Et donc, je crois que le fait qu'il y ait une entrée dans la philosophie morale qui valorise quand même le domaine avec des outils nouveaux, je crois que ça ne peut que réjouir tout le monde. Donc il y a j'ai jamais eu aucun problème pour faire ce cours sur les séries dans le cadre de Paris 1. Et je sais que j'ai eu beaucoup de chance en fait, parce que c'est vrai que c'est une communauté qui est quand même très 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 sympathique, très positive, cette UFR. Et c'est quand même spécial puisque j'ai eu par contre beaucoup de moqueries de la part de collègues extérieurs du fait que je travaillais sur les séries télévisées. Il y a souvent des articles de collègues qui effectivement disent que c'est ridicule de travailler là-dessus. Donc il y en a quand même. Oui, c'est ça. Évidemment. Voilà, toujours. Ça ne doit pas nous arrêter. Non. Alors, je suis passé à la question suivante. Dites-moi, de manière générale, qu'est-ce que dans vos cours, alors ceux que vous donnez à la Sorbonne, mais également ceux que vous donniez avant en lycée, qu'est-ce que vous souhaitez transmettre à vos étudiants au-delà d'une somme de connaissances philosophiques? Alors, effectivement, j'ai enseigné en lycée. Ensuite, je n'ai pas été enseignée directement à la Sorbonne, puisque j'ai enseigné à Rennes aussi. Et puis, j'ai enseigné pendant 12 ans à l'université d'Amiens, qui est une université à laquelle je suis restée très, très attachée. Donc c'est pas du tout, je ne mets pas du tout la Sorbonne au-dessus de tout, puisque Amiens, ça a été aussi un lieu extrêmement, extrêmement important, très, très dynamique pour moi. Et donc, j'ai aussi souvent enseigné à Paris 1, malgré tout, comme chargée de cours avant, donc j'ai jamais vraiment perdu le contact. De toute façon, oui, j'ai toujours eu un peu la même méthode pour enseigner, que ce soit en lycée ou à l'université, à tous les niveaux. C'était vraiment, comme je travaillais sur des domaines qui étaient quand même assez minoritaires, toujours, vraiment, la transmission, essayer de faire comprendre l'intérêt de telle méthode, de tel domaine. Et donc, avec bien sûr une visée très, très pédagogique, mais là-dessus, j'ai suivi un de mes maîtres, Hilary Putnam, qui disait que All Philosophy is Philosophy 101. 101, c'est le cours de première année. Il disait qu'il faut enseigner n'importe quel cours comme un cours. Et donc moi, depuis toujours, je me dis j'enseigne n'importe quel cours comme un cours de première année ou de lycée. Voilà, c'est vraiment ça qui est important, c'est d'arriver à faire comprendre et donc à rendre l'étudiante capable d'utiliser les outils. C'est pas vraiment seulement de la transmission théorique. C'est vrai que si je veux aussi faire de la transmission vraiment théorique, j'ai aussi quand même beaucoup d'ouvrages qui sont un peu plus compliqués, donc je peux leur dire de lire tel ou tel truc. Donc c'est vrai que souvent c'est un peu narcissique mes cours, parce que je dis écoutez, vous n'avez qu'à lire déjà ça et ça. Mais par contre, mais c'est vrai que cette année je faisais un cours sur Wittgenstein pour l'agrégation et vraiment c'était très satisfaisant. Parce que quand j'ai vu les devoirs des étudiants, je me suis aperçu qu'ils étaient vraiment outillés, en fait, qu'ils arrivaient à traiter un auteur qui a l'air quand même difficile, auquel ils n'étaient pas du tout habitués, pour beaucoup d'entre eux. Et voilà, ce qu'il faut, c'est vraiment, comme on dit en anglais, l'empowerment, sauf que ce n'est pas un pouvoir politique, c'est donner des capacités ou les révéler d'une façon ou d'une autre. Donner aux gens des capacités de comprendre ce qui est autour d'eux, d'agir dans le monde efficacement. Ça fait partie aussi de votre point de vue sur la démocratie, peut-être, ça? Je pense qu'il y a aussi un lien, en effet. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? C'est vraiment ancré dans un principe moral aussi, pour moi. C'est le sujet des livres sur la démocratie que j'ai écrit avec Albert Augien, qui est un collègue sociologue avec qui j'ai beaucoup travaillé, donc comme interdisciplinarité, comme vous disiez, c'est vrai que ça m'a été très très utile, et on a fait ces livres pour essayer de produire ce qu'on appelle une conception ordinaire du politique, où les citoyens sont capables en fait, de décider de leur sort, et où ce qui compte, c'est surtout l'égalité entre les différentes personnes qui occupent un territoire. Et c'est vrai que pour moi, c'est extrêmement important. Donc dès lors qu'on dit que le principe de la démocratie, c'est vraiment l'égalité, on est obligé de considérer que ce principe
évidemment, peut être respectée que si on considère que chacun est capable de décider, de décider Ouais. donc de ce qui est important et bon en politique. D'accord. Bah écoutez, je pense qu'on va profiter de cette Ouais. perturbation sonore Sinon, on peut pour refaire la conclure cette dernière phrase, partie. Non, je non? pense que ça devrait aller. Ah, pardon. Merci, merci beaucoup.